Nous sommes en route sur la piste d'Osaiden que nous évitons en suivant un sentier de chèvres qui serpente le long de la piste de l'Oued. Par chance, la lune brille dans le ciel étoilé. C'est une de ces nuits uniques, de l'autre côté de la Méditerranée, mais il n'y a pas de place pour la poésie. Nous voyons où nous posons les pieds et nous progressons sans bruit. Au bout d'un long moment, aidé de ma boussole sur la flèche phosphorescente de laquelle je lis mon angle de marche, je distingue l'épaisse forêt de chênes-lièges qui s'étend jusqu'à la crête qui domine Abou Yatif. Je conserve le dispositif colonne par un pour éviter tout bruit superflu. Une demi-heure plus tard, j'atteins la lisière que je ne franchis surtout pas à cause des choufs éventuels. Mes gars, sous les ordres de leur chef de groupe, se déploient en ligne avec 1000 précautions. Ils sont prévenus que mon signal au sifflet, à l'aube, nous déboucherons à toute allure, en hurlant, sans tirer, surtout si on ne tire pas dessus. Le cas échéant, il ne faudra pas faire de quartier. Nous sommes couverts par les 2 FM en batterie de part et d'autre de notre dispositif. Je les laisse au commandement de petits Jean qui doit me remplacer si l'attaque va commencer. J'aimerais bien savoir ce qui se passe dans la tête de mes placides muletiers, de Foulon ou de Youssoufa. Dans la mienne, je vois une image d'Épinal, un officier en gants blancs, mettant sabre au clair et criant « En avant !» En fait de gants blancs, j'ai les mains plutôt moites, crispées sur mon PM. Je m'efforce de ne pas penser à ma petite famille. Un coup d'œil à ma montre, encore un quart d'heure. Ça n'en finit plus. Scipion, beaucoup plus bas, doit lui aussi consulter sa montre, râlant de ne pas se trouver à ma place. Place que je lui aurais volontiers cédée. L'angoisse. Moins une minute. Je me redresse lentement. En contrebas, le village se détache dans le jour croissant. On ne voit Haïm qui vive, mais les salopards savent se camoufler. C'est l'heure, il faut y aller. Je porte mon sifflet à mes lèvres, en tire un coup bref et strident, et je me précipite en avant, le doigt crispé sur la détente. À gauche, à droite, j'aperçois des silhouettes qui galopent à toute allure en zigzagant. Nous avons la pente avec nous. Ça hurle à tout va. Un soldat chute avec un grand cri, se relève et repart de plus belle. Aucune réaction en face. Nous sommes à 50 mètres des premières maisons. Ils doivent attendre le dernier moment pour ne pas nous rater. Je n'ai jamais sprinté aussi vite de ma vie. J'ai une envie folle d'ouvrir le feu. Notre motte franchit enfin la ligne des premières maisons. Youssoufa, à côté de moi, gris de peur, rugit comme Simba, le roi de la brousse. Nous nous regardons et j'éclate d'un rire nerveux, communicatif. Le renseignement ne valait rien. Le commando n'est pas au rendez-vous. Ouf. Finalement, ils ont l'air presque déçus, mes baroudeurs. Le rire, ce rire qui défoule quand on a eu trop peur, gagne tout le monde. Camillo accroupi en pleurs. D'autres se donnent de grandes claques dans le dos. Je reprends la situation en main. Je communique par radio avec mon autorité après avoir donné l'ordre à la voix à Petit Jean de me rejoindre. À Marron, autorité. Village Abou Yatim vide. Demande d'instruction, à vous. Marron 2, restez sur place. Vous rejoignons. Bien compris, Marron autorité. Terminé. Je m'adresse à ma troupe. Pour tous, repos sur place en ordre dispersé. Vous pouvez fumer, mais ouvrez l'œil. Plus tard, je pourrais dire que j'ai connu les affres de l'assaut contre un ennemi fantôme. Le gros de la compagnie nous rejoint, Scipion peste. Les officiers de renseignement sont tous des cons, avec leurs tuyaux à la noix.
Avez-vous besoin de gueuler comme ça, fourtu? De loin, on aurait dit une horde de sauvages. Mon lieutenant, j'ai lu dans je ne sais quel bouquin que ça faisait peur à l'ennemi. Le capitaine Vaillant a raison de vous traiter de cow-boy. Bon, on démonte le dispositif. Retour au poste par le même itinéraire pour chaque section. En fin de matinée, bredouille, mais au fond content de l'être et surtout d'avoir donné l'assaut pour rien, Marron 2 au grand complet rentre, l'air martial, dans El-Hazib El-Majen, sous le regard curieux de la population. Dans la mémoire de chacun de nous s'est inscrit un souvenir indélébile qui surgira lorsque, devenus vieux, nous raconterons nos histoires d'anciens combattants. 2 décembre 1959. Au petit matin, un message radio laconique me convoque à Timzirit. Un véhicule doit venir me chercher. Je suis perplexe. À 9 heures, 2 jeeps bourrés d'hommes, d'escorte, aux ordres d'un adjudant, chef de la garde prétorienne du capitaine Vaillant, font une brève escale à El-Hazib El-Majen. 10 minutes plus tard, nous pénétrons dans le poste. Vaillant se tient devant la porte de la baraque. Philaude. Je salue mon capitaine et prudent, j'attends sans me dire. Il a l'air de forte méchante humeur et renifle plus que jamais. Mauvais temps. Dites donc, fourtu, le chef de corps m'a demandé hier soir de vous envoyer au PC à Borj-Menaïen dans les meilleurs délais. Savez-vous pourquoi, mon capitaine? Il ne m'a donné aucune explication, et c'est ce qui m'inquiète. Je me demande ce qu'il mijote. L'adjudant va vous conduire et j'espère qu'il vous ramènera dans l'après-midi. Bonne route. Sur ce, il me tourne le dos et s'engouffre dans son antre. Nous repartons immédiatement, direction Borj-Menaïen. La piste aux profondes ornières, creusée chaque jour par les convois de GMC, descend vers la civilisation. Le paysage majestueux respire le calme, les pitons succèdent aux pitons. Un homme à dos d'âne, assis en Amazone, agite ses pieds alternativement à la mode du pays pour faire avancer l'animal. Un garçonnet, une baguette à la main, court après des chèvres agiles. Des patrouilles de chez nous sillonnent sporadiquement le secteur. Au passage, nous échangeons de grands gestes de la main. Nous roulons à présent en terrain plat. Soudain, j'éprouve une sensation nouvelle. C'est du velours. Nous roulons sur une route goudronnée. Je déguste le plaisir de ne pas être secoué comme un prunier. Nous tournons à gauche et nous débouchons dans Camp du Maréchal. Des villas alignées, des boutiques, quelques Européens dans la grande rue, j'avais oublié. Dans la foulée, nous traversons Haussonville et 10 kilomètres plus loin, dans un trafic assez dense, sur cet axe Alger-Tizi Ouzou, nous arrivons à Borj-Menaïen, où mon colonel m'attend. Nous filons droit au PC, à la ferme Cortés. Je dois patienter car le chef de corps est au téléphone. Je passe saluer le chef d'état-major, qui me regarde d'un air entre deux airs. Je n'ai pourtant rien à me reprocher, mais je crois que chez tout être dans le doute surnage toujours un relent de culpabilité. Peut-être va-t-il me demander des comptes sur la descente de l'aspirant, Paris, dans le puits d'Ousdaïn. Un planton m'appelle. J'entre dans le sein des saints. En fait, le bureau du colonel n'est qu'une grande pièce dépouillée avec une table de travail encombrée de papiers et de téléphones. De grandes cartes murales du secteur sur des plaques de contreplaqué vissées dans les murs sont protégées par des feuilles en plastique transparent sur lesquelles on peut écrire en surimpression. Dans un coin, une batterie de postes radio doit lui permettre d'être en relation constante aussi bien avec son régiment qu'avec les autres unités ou l'aviation. Le bruit court que lorsque ça chauffe vraiment dans une opération, il est sur le terrain pratiquement le voltigeur de pointe du régiment. C'est spartiate mais impressionnant. Je salue réglementairement à 6 pas. Sous-lieutenant Fortu, mes respects, mon colonel. J'attends. Leclerc s'arrête d'écrire, se lève,
passe devant son bureau et vient me serrer la main, l'air amical. Je me demande quel est l'objet de ma présence ici et j'avoue qu'une légère prise de panique commence à souffler. Asseyez-vous, Fortu. Nous avons plutôt à discuter. Il repasse derrière sa table de travail, s'assied, croise les bras tranquillement et me regarde droit dans les yeux. De mon côté, la pointe des fesses sur une chaise complètement coincée, je soutiens son regard et j'attends la suite des événements, étonné. De quoi diable veut-il discuter? Fortu, je n'irai pas par 4 chemins. J'ai pu apprécier, d'après les rapports de votre chef de bataillon, votre action auprès des populations. Vous êtes pied noir et c'est un atout non négligeable. J'ai consulté votre dossier et j'ai vu que vous avez effectué, lors de votre temps à Issoire, un stage d'action psychologique en 1958, à Maison Carrée, axé sur le lavage de cerveau. Ce stage était organisé par des officiers supérieurs, anciens prisonniers des Viettes, qui avaient subi des pressions psychologiques, les avaient surmontés et avaient expliqué en détail aux stagiaires les différents procédés employés. Absolument, mon colonel, c'était fort intéressant et utilisable dans le cadre de la formation des moniteurs de la jeunesse, avec des procédés fortement humanisés, naturellement. Voilà ce que je vous propose. Le ministère des Armées, sur la demande du général Schall, envisage de passer à la vitesse supérieure en créant dans chaque village des groupes d'autodéfense, à partir de volontaires qu'il faudra former dans des centres spéciaux qu'il nous reste à imaginer et à créer. Notre expérience sera une expérience pilote. Plus tard, des experts se déplaceront de Paris. La grande différence, c'est que ces hommes ne seront pas des harkis, supplétifs de l'armée française, mais des civils non rémunérés qui seront armés et qui seront en mesure de prendre en main la défense de leur village aux côtés de l'armée française, voire même tout seuls dans la phase finale de la pacification, étant donné que les rebelles sont pratiquement à genoux. Qu'en pensez-vous, Fortu? Ça me paraît une excellente initiative, mon colonel, mais je me permets de vous faire remarquer que je serai libéré dans 3 mois. Voilà où le bât blesse. Je vous propose de contracter un engagement d'1 an pour servir en situation d'activité et de commander en second le centre de formation. Qu'en dites-vous? Je demeure estomaqué. Je ne m'attendais pas du tout à une proposition pareille. Et puis Josy ne sera jamais d'accord. Je serais assez tenté, car aller dans l'Aisne, le colonel ne dit rien. Il se doute que dans ma tête, ça se bouscule. J'articule avec difficulté. Mon colonel, votre confiance m'honore, mais voilà bientôt 28 mois que je suis séparé de ma famille. Et vis-à-vis de l'éducation nationale, je suis titulaire d'un poste dans l'Aisne que je dois rejoindre à ma libération. J'ai prévu vos préoccupations, Fortu, et j'ai 2 réponses à vous fournir. Primo, votre situation d'officier de réserve en situation d'activité permettra à votre famille de vous rejoindre à Borges-Menayel où un logement, à la plaine, vous sera attribué. Secondo, tout titulaire pour se mettre en congé pour convenance personnelle pour une durée de 5 ans. Je vous donne 8 jours pour me donner votre réponse. Je demeure muet. Faut que je réfléchisse. Tout tourne dans ma tête à toute allure. Si je demande son avis à Jocelyne, il sera certainement négatif. Scipion m'a dit que sa famille s'était vite adaptée à la petite sous-préfecture. Elle se fera des amis. Dans un éclair, toujours mes pulsions, je me jette à l'eau. Je n'ai pas besoin d'une semaine de réflexion, mon colonel. C'est d'accord, je signe pour 1 an, mais je vous avoue que je crains les réactions de mon épouse. Nous avons presque tous nos épouses ici, Fortu. Elle s'habituera. Madame Leclerc la prendra sous son aile. Passez chez le chef d'état-major pour signer votre engagement. Remontez dans votre montagne pour faire vos bagages. Vous vous installerez temporairement pour cogiter à Borges-Menayel avec votre patron. Il faut maintenant que je m'explique avec le capitaine Vaillant.
À propos, votre chef reste le lieutenant Scipion. Je vous donne en gros 45 jours pour mettre votre centre sur pied. Je le salue en imaginant la tête de Scipion et surtout celle de Vaillant. Après avoir pris ma décision, je me sens dans un état second. Le papier est vite signé. Ça va barder à Montpellier. Au passage, je m'arrête devant le bureau de poste d'où j'envoie le télégramme suivant. Et rempilé 1 an, lettre suit, baiser, Paul. La suite demain, vous pouvez vous abonner.